Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Et si la vie humaine avait un prix? Calculer la valeur d'un homme n'est plus un tabou. Pour certains économistes, un individu vaut 300 000 $. C'est la thèse plutôt osée avancée par mon invité François-Xavier Alboui dans son dernier ouvrage intitulé sobrement « Le prix d'un homme » récemment paru chez Grasset. Bonjour François-Xavier Alboui. Bonjour. Alors pourquoi donner un prix à l'homme? Donner, je ne sais pas. En fait, la vie humaine a plein de prix. Il y a des prix qui sont fixés par les juges, il y a des prix qui sont fixés par les États. Il y a des prix qui sont fixés par les assureurs et il y a des prix qui sont fixés en termes de rationalisation des choix budgétaires pour arriver à arbitrer entre la construction, par exemple, d'une maternelle ou d'un hôpital et d'un aménagement routier. Et ces prix sont différents? Et ces prix sont tous différents. Selon votre nationalité? Et ils sont en plus très différents d'un pays à l'autre, d'un être humain à l'autre. Et c'est ça qui interpelle. C'est ça qui vous agace? C'est ça qui est totalement insupportable. Accident d'avion, on va plus rémunérer le décès d'une personne si elle est américaine qu'européenne et africaine. Voilà, c'est ça. Ça peut être jusqu'à 5 millions pour un passager américain, de l'ordre d'1 million pour un passager européen. Et tout ça est pas mal. Mais pour un passager venant d'Afrique, ça ne sera pas grand-chose. Et dans beaucoup de pays, ça sera peut-être rien du tout. Et ce constat qu'on peut faire depuis longtemps, en fait, qui n'est pas tout à fait récent, pose d'énormes problèmes. Et il pose d'énormes problèmes. Peut-être qu'il n'a jamais été soulevé parce qu'il y a une prévention éthique ou morale à dire la vie humaine a un prix. C'est pas immédiatement sympathique. Mais il se trouve que c'est la réalité. Et cette réalité est très cruelle, puisque si on fixe à, par exemple, 120 fois le PIB par habitant le prix de la vie humaine, qui est à peu près la norme sur laquelle s'entendent les États en Europe, ça fait 600 000 €, par exemple, pour un Français, mais ça fera 600 € pour un Burkinabé. Et il est difficile d'argumenter qu'un Burkinabé vaut 1000 fois moins qu'un Français. Et vous dites que c'est pas nouveau, les esclaves, on les a vendus, etc. Donc il y a toujours eu un prix sur la vie humaine. Oui, en fait, il y a un prix de marché, mais qui est un prix de mafieux, qui est un prix auquel s'échangent effectivement des prostituées, des esclaves, des enfants kidnappés, etc. Et qui est un prix qui est extrêmement cynique. Il y a historiquement des prix de l'esclavage qui n'étaient pas si faibles que ça, en fait. Alors l'argent n'allait pas aux pauvres esclaves, mais il représentait le patrimoine des riches propriétaires. Parce que ramener un coût aujourd'hui, oui, c'est des choses qui étaient assez considérables. C'était considéré comme une force de production, l'esclave, comme une machine. Et cette machine avait un prix qui était coté sur un marché, en quelque sorte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'argent, c'est forcément l'étalon de référence? On peut rester sur un principe de dire s'il est contraire à la dignité de la vie humaine de lui donner un prix, mais on voit bien que les inégalités sont telles à l'échelle de la planète, et c'est des inégalités extrêmement cruelles. Ça représente l'incapacité de faire soigner ses enfants, l'incapacité de se soigner soi-même et sa famille, l'incapacité de transmettre une éducation à ses enfants, l'incapacité de planifier une retraite ou des choses dans ce goût-là, qui ont des conséquences donc directes sur la mortalité des populations. Et c'est ça le constat. C'est-à-dire que sans l'argent, l'homme ne peut pas progresser, je veux dire. L'humanité ne progresserait pas sans donner un prix à l'homme. Oui, et on peut dire aussi, tout le monde est là à critiquer la marchandisation de la vie humaine, et que nos vies sont de plus en plus soumises par le monstre économique, etc. On pourrait aussi, et c'est ce que j'essaye de défendre, avancer la thèse que si on fixe un prix minimum, on se débarrasse de ça. Et comme, en quelque sorte, on écarte la machine économique. Et moi, je ne suis pas du tout contre la concurrence, ni l'efficacité du marché. Au contraire, le marché, c'est une réunion d'intelligence. Et évidemment, ça produit des choses qui sont extraordinaires. Ce qui m'interpelle, c'est l'inégalité que ça produit à l'échelle de la planète. Donc vous fixez un prix qui est calculé. Alors en gros, on prend le PIB mondial, la production mondiale, on divise par le nombre d'habitants, on obtient 15 000 $. Et sur 70 ans d'une vie à peu près normale, espérance de vie, à 2% de croissance mondiale, ça donne 300 000 $. C'est ça? Oui, c'est une méthode de calcul assez simple. Encore une fois, elle est différente de ce qui est
faits par les États en Europe ou les indemnités fixées par les juges qui sont souvent assez émotionnelles parce que le public est concerné et qui visent à éviter la poursuite de comportements qui sont néfastes de la part d'entreprises. Et là, c'est juste l'idée de dire, mais si on considère après tout que tout être humain participe directement ou très, très indirectement à la création de richesses sur cette planète, et puis si on reprend le revenu moyen par habitant sur l'ensemble de la planète, comme vous venez de l'expliquer, ben on arrive à une valeur présente d'une vie humaine qui est de l'ordre effectivement de 300 000 euros. Alors, pour toutes les vies humaines, pour toutes les vies humaines des 7 milliards d'individus. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre-là? Quelles conséquences? Alors, ce chiffre, en théorie, il doit permettre de donner un contenu à, vous savez, toutes les guidelines de l'ONU, toutes les mesures visant à protéger les droits de l'homme et de l'étendre et de lui donner une réalité concrète. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on achète une tablette de chocolat, et pour Noël, on en achète beaucoup les uns et les autres, 5% seulement du prix de la tablette de chocolat va aux producteurs de cacao. Qui, avec ça, peut évidemment pas éduquer ses enfants, peut pas les soigner, etc. Et la région entière où il y a de la production de cacao ne peut pas s'organiser, ne peut pas avoir un service d'obstétrique qui permet de traiter les urgences de maternité, enfin bon, et ainsi de suite. Et évidemment, pas d'école, pas de retraite, et ainsi de suite. Cette valeur, c'était 15 à 20% il y a 20 ans. C'est-à-dire que les 5%, du fait de la concurrence entre l'industrie et la grande distribution, celui qui s'est fait écrabouiller, c'est le producteur. Et c'est ça qu'on appelle la mondialisation. Ça veut dire que la tablette de chocolat, elle est la même à New York, Tokyo, Paris, tout aussi attirante et bien présentée. Mais alors celui qui vraiment n'en a pas du tout bénéficié, c'est le producteur de base. Et on peut faire le même constat dans à peu près toutes les industries. Alors il y a évidemment primaire, l'agriculture, il y a les mines, mais c'est vrai aussi pour le textile et pour tant d'autres d'activités humaines où nous avons des entreprises qui ont le souci de respecter quand même la vie humaine et les droits de l'homme, parce que les gens sont jamais ni tout à fait blancs ni tout à fait noirs, mais qui en pratique ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas d'incitation à le faire. Et à partir du moment où ils ont cette incitation qui dit « Attention, les ouvriers ou les salariés que vous faites travailler dans cette usine textile au Bangladesh, etc., valent 300 000 $. Donc s'il y a un accident dans le bâtiment, etc., vous aurez à payer 300 000 $ par décès. » Non seulement vous allez être atteint sur votre image de manière durable, mais on voit que c'est très fugace parce que l'opinion passe d'un événement à l'autre et finalement oublie le sujet. Mais là, c'est contraignant. Et cet exemple de Dakar, en fait, où il y a eu ces jeunes femmes qui sont mortes brûlées vives alors qu'elles produisaient des vêtements de grandes marques, enfin de marques de grande distribution qu'on a tous les uns ou les autres sur soi, eh bien, il est assez, il est plus que révélateur parce que finalement, il y avait un fonds d'indemnisation qui avait été décidé par l'organisme international du travail, qui n'a pas été abondé, qui en pratique n'a pas été abondé, et puis qui ne le sera jamais, parce que c'est comme ça, parce que voilà. Et donc dire une vie humaine, c'est 300 000 €, ça ne veut pas dire qu'il faut donner 300 000 € à chaque bébé à la naissance, ça serait évidemment totalement impossible. Mais ça veut dire qu'il faut se préoccuper de la protection sociale au sens large des populations qui sont des sous-traitants directs de nos activités. Ça peut aussi aller jusqu'à une remise en cause du comportement de certains États. Beaucoup d'États n'ont pas mis en place des systèmes de santé compatibles avec la réalité de ce que vivent leurs populations, n'ont pas mis en place de systèmes d'éducation cohérents et sont donc aussi co-responsables de cette situation-là. Alors vous êtes un entrepreneur, vous intervenez en Afrique, vous faites des micro-assurances pour la protection sociale des plus défavorisés. En quoi ça vous aiderait qu'on fixe à 300 000 $ le prix d'un homme ? Évidemment, c'est pas du tout le but de ce plaidoyer, mais il pourrait y avoir un plaidoyer pro domo. On a effectivement monté des opérations de protection sociale et d'assurance via des mutuelles ou des compagnies d'assurance sur notamment les risques climatiques pour les producteurs au Sahel, et c'est quelque chose de très important, et aussi sur des solutions d'assurance santé, et qui entre parenthèses, sont
10 fois moins cher, alors que le service rendu est énorme, de ce que coûte l'assurance santé dans un pays européen, pour un tas de raisons qu'on peut expliquer. Et évidemment, si toutes les entreprises qui souhaitent faire de la RSE et qui le disent, de la responsabilité sociale et environnementale, avaient cette contrainte, ils iraient plus directement sur la protection des familles et des sous-traitants que sur la protection du lichen au Groenland, qui est quelque chose de tout à fait essentiel, bien évidemment, mais qui est peut-être dans un ordre de priorité secondaire. En tout cas, on peut en Dernière discuter. question, François-Xavier Albouy. Comment est accueilli ce livre et l'idée de ce livre? Le fait que vous m'invitiez est déjà un honneur. Oui, mais est un grand plaisir. Mais je pense qu'il suscite beaucoup de débats. En fait, il y a beaucoup de débats, vous savez, sur le revenu minimum. Universel. Et il me semble que c'est plus facile d'arriver à mettre en place par cette norme des systèmes de protection sociale que d'arriver à donner un revenu minimum à l'ensemble de la planète, laquelle mesure serait évidemment extrêmement inflationniste et produirait peut-être pas totalement les effets attendus. Donc on va suivre ces débats dus à ce livre. Je vous renvoie donc à ce livre, Le prix d'un homme, François-Xavier Albouy, chez Grasset. Merci François-Xavier Albouy pour toutes vos réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.